Salut les amis, vous ne pensiez tout de même pas qu'avec Milo, on allait vous laisser tout l'été sans nouvelles d'entre vous et moi? Évidemment que non. Alors l'occasion pour ceux qui partent en vacances, ceux qui restent à la maison, ceux qui travaillent même, de réentendre les meilleurs moments avec nos invités. Alors par exemple avec Franck Tillier qui nous raconte comment la peur motive son écriture de polar. Fanny Leb, cette autrice, chanteuse, musicienne qui nous raconte son combat pour la vie, pour cette passion de la vie après son cancer du sein. Éric Derus, qui est autiste et poète et qui nous raconte avec beaucoup de sensibilité, d'intelligence, l'autisme comme force de vie. Et également Patrick Sébastien, l'humoriste, qui cette fois nous parle avec beaucoup de sensibilité de son fils disparu et pour qui il a une pensée chaque jour qui se lève. Également Laurent Baffy et cette scène absolument déjantée quand il téléphone à sa maman. Un mélange évidemment d'humour, mais beaucoup d'amour dans ce moment-là et on découvre Laurent Baffy différemment. Et puis Lucie Bernardoni, que vous connaissez toutes et tous, qui était en demi-finale avec Grégory Lemarchal et qui nous parle de son ami disparu. Voilà, on vous laisse avec ces meilleurs moments tout l'été. L'occasion pour vous de les découvrir également en podcast, de vous abonner à la chaîne, de nous laisser des commentaires, des petits likes et surtout profiter de votre été et de ce soleil. Allez, ciao, ciao! Et là, ils annoncent et... La Star Academy 4 a été remportée par Grégory. Grégory remporte la Star Academy à l'issue de 4 mois de travail, mesdames et messieurs. Grégory dans l'arène, Grégory debout, Grégory en larmes dans les bras de Lucie. Grégory devant des millions de spectateurs. Grégory qui lâche. Si vous saviez ce cri-là. J'ai l'impression qu'il y a toute sa souffrance qui s'en va et que je l'aide et que c'est comme si tout ça coulait sur mon épaule en fait et que je lui dis allez dans ma tête, allez c'est bon, ça part. Et en m'oubliant moi d'ailleurs. Parce que malgré mon âge, j'étais... je voyais que par lui. Vraiment. Mais vraiment. Et j'étais tellement fière. En fait, c'était pas une fierté de c'est bon, tu le mérites, ça allait plus loin que ça. J'étais fière parce que je me suis dit si c'est maintenant. Parce que quoi qu'il arrive, et malgré tout, je ne sais pas pourquoi je ressentais ça au fond de moi, sans même le lui dire ou le lui avouer, le temps est compté. Malgré tout, même si tous, on se disait peut-être que finalement non, mais au fond si. Et à ce moment-là, je me dis, il va pouvoir tout vivre et il va pouvoir le vivre en brûlant tout, intensément, dans le bon sens du terme. Le revoir comme ça, juste ce moment précis-là, ça me... Je sais pas comment l'expliquer, ça me... C'est comme s'il il était toujours resté dans mon cou, quoi. C'est comme si je l'avais toujours un peu sur l'épaule, moi. Et qu'il a pu vivre quelque chose de magnifique, qu'avec le recul maintenant, moi, j'ai compris aussi que j'ai peut-être eu aussi, pour moi, tort de trop m'oublier aussi et de ne pas m'autoriser à ressentir pas mal de choses finalement. Pas la déception de ne pas avoir gagné, hein, je ne parle pas du tout de ça, mais d'avoir tellement, d'avoir vécu presque dans ses yeux à ce moment-là. Mais j'avais qu'une hâte, c'était de le voir vivre son rêve, de l'écouter, de l'entendre chanter et surtout, je pense, à ce moment-là, que les gens comprennent
qu'il ne s'appelait pas mucoviscidose, mais Grégory Le Marchal. Ouais. Et que c'était une grande voix, un très grand interprète. Deuxième livre, Train d'enfer pour Ange Rouge. Alors le titre, Train d'enfer pour Ange Rouge, c'est horrible comme titre. Enfin, c'est un titre étrange. C'est mystérieux, ouais. Oui, alors l'anecdote est très, très amusante parce que donc j'écris ce livre qui s'appelait L'Ange Rouge. Je l'avais appelé L'Ange Rouge. Et je l'envoie, pareil, comme Conscience Animale, à plein de maisons d'édition. Refus, je refais des vagues comme ça. À chaque refus, je renvoie. Une bonne leçon de t'entendre. Hein. Oui, Ça va oui. aider beaucoup de monde, je Oui, crois. parce qu'en fait, c'est de la persévérance. Et Évidemment. puis un jour, mais longtemps après, hein, il y a eu 6-7 mois après, 6-7 mois de refus, quelqu'un m'appelle et me dit « Ah ben voilà, on est une petite structure, vous avez envoyé le manuscrit à l'ancienne adresse. » Et il me dit « Maintenant, je travaille à La Vie du Rail. » Donc La Vie du Rail, c'est l'éditeur qui publie tous les beaux livres sur les trains. Mais j'ai créé une petite structure de polars chez La Vie du Rail. Je suis tout seul et je publie des polars. Et il me dit « J'ai beaucoup aimé votre roman. Mais il se trouve qu'en fait, pour que ce soit publié dans La Vie du Rail, il faut que ça parle de train, il faut qu'il y ait train dans le titre. » Il n'y avait aucun des deux dans mon livre. Donc Mais il dit, j'ai adoré, donc il dit, on va trouver une astuce. Et en fait, c'est très rigolo parce que le Train d'enfer pour Ange Rouge, c'est là où j'ai créé mon personnage de Charcot, qu'on retrouve encore dans les... après, Pas dans celui-là, mais dans ouais. un personnage devenu emblématique. Bien sûr. Et en fait, l'astuce qu'on a trouvée, c'est que Charcot, il est fan de locomotives miniatures. C'est-à-dire, voilà, ça ne parle pas du tout de train, donc le personnage, on va en faire c'est un grand flic du 36 qui voit des morts tous les jours et il regarde ces petits trains tourner comme ça. Et en fait, c'est génial parce que ça a ajouté finalement ce rajout, pour être publié là, a créé cette dimension très humaine. Chez Charcot, les lecteurs ont adoré de voir ce flic, ce grand flic, regarder ces trains tourner. Donc il y a une belle histoire derrière. Tu crois aux rencontres, aux petits moments de la vie qui font tout exploser et tout changer et qui te donnent une autre impulsion aussi? Oui, puisque là, un Train d'enfer, ça résonnait d'un hasard complet que ça atterrisse à cet endroit-là. Puis en plus, c'était un moment où vraiment je commençais à me décourager, en fait. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette impulsion-là, moi, j'avais en plus, encore une fois, j'avais commencé à écrire La Chambre des Morts, qui est le suivant. Parce qu'en fait, le temps d'attendre une réponse, c'est horrible. Et j'avais besoin de le remplir avec de l'écriture. Donc, je me suis dit, je vais me lancer en espérant que ça marche. Et il se trouve, voilà, c'est sorti à la Vie du Rail, Train d'enfer pour Ange Rouge. J'ai eu un peu plus de lecteurs, mais encore une fois, c'est resté très confidentiel. Et donc, ce que je me suis dit, je vais finir La Chambre des Morts, mais si ça marche pas, j'arrête. Et voilà, donc c'était vraiment Oui, il y a eu un moment de doute qui s'est joué, je pense, à Chambre des Morts. J'ai eu la chance qui s'est passé, voilà, c'est la belle histoire avec ce livre, mais j'aurais arrêté, je pense. Ça aurait été dommage. Ça tient à un fil. Hein. À un fil, oui, vraiment. Oui. Il faut plein de choses, en fait. C'est un mélange. Il faut du travail, il faut un peu de talent, et il faut du hasard. Il faut une étincelle aussi. Et c'est les trois qui font que ça fonctionne. Mais la partie travail reste quand même toujours la plus importante. Et ça, beaucoup d'artistes le disent. Évidemment. Tu écris dans ta BD que tu avais de l'empathie pour ce cancer. Est-ce que tu penses qu'il a apprécié? En fait, ce qui est, j'ai pas voulu le prendre comme un ennemi, et j'ai pas voulu le prendre comme un ami non plus, pris comme un passager. Tu vas rentrer dans ma voiture, dans ma maison, ok, je t'invite, ok, tu vas m'apprendre 2-3 choses, je vais prendre quelques claques, je vais aller tirer du positif de ça, et je vais surtout commencer à réaliser peut-être des choses que j'avais pas réalisées avant. Donc il m'a révélé des choses, il m'a appris des choses, et si j'avais pas eu ce cancer, je pense que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Avec encore des failles, hein. Bien sûr, on a tous des failles, difficile de se trouver dans cette société, de savoir qui l'on est vraiment, ce qu'on veut vraiment, assumer ce qu'on veut. Ça dépend, voilà, on a chacun nos personnalités, nos faiblesses, nos forces, mais j'accepte beaucoup plus ce que je suis. Et je cultive même mes faiblesses, parce que je pense que ça en fait des forces. S'il y a quelque chose qui est compliqué, c'est plutôt la peur. C'est la peur qui paralyse tout. La peur, elle est intéressante. Elle est
Elle est là pour vous indiquer des choses, pour vous faire des warnings ou pas. Il faut savoir l'écouter sans qu'elle vous paralyse. Quand je mets sans peur, pas que je suis sans peur, mais j'essaie de ressentir vraiment le dosage qu'elle est en train de me mettre pour pas justement, quand elle vous envahit beaucoup trop fort, bah vous êtes à terre. Il faut juste la bonne chose pour que la peur aussi vous donne envie d'y aller. La première des peurs, j'imagine, c'est la peur de mourir quand on vous annonce un cancer. Ouais. J'imagine. Oui, la peur de mourir, mais la rage de vivre. Se rendre compte qu'il n'y a pas moyen que je quitte cette planète. Que non, je veux vivre. Donc ça m'a donné encore plus envie de vivre. J'ai eu peur de mourir, mais ça m'a donné envie de vivre. Vous dites une phrase incroyable. Vous dites « Je peux désormais vivre en mode majeur Oui. Alors, le majeur, c'est la vie, c'est la loi de la vie. La vie est en majeur. La vie, c'est pour ça que j'aime Bach et Mozart, parce que ça se termine toujours dans une forme d'exultation, de couronnement, et le mot de mineur, c'est la déploration, c'est la lamentation, Alors, on peut peut-être traverser ces moments-là, mais ce n'est pas la loi de la vie. La loi de la vie, c'est le majeur. Le mineur, c'est le majeur en souffrance. ». Que dire à ces gens qui vous écoutent, qui justement sont en mode mineur, qui justement vont s'auto-centrer, qui vont ne jamais vouloir sortir justement de cette peur? Oui. Que pourriez-vous leur dire, vous? Eh bien, j'aurais envie de leur dire de baisser la garde et d'enfin ouvrir la porte à la vie, parce que c'est la vie qui frappe à leur cœur. Le choix est là, hein. Nous sommes renvoyés à notre liberté. Une chose est sûre, je n'arrive pas à entrer avec ces personnes dans la déploration. Je n'y arrive plus. Je n'y arrive pas parce que je ne crois pas que ce soit les aimer, et je crois que ce serait contraire à la loi de la vie, que ce n'est pas la faute de la vie. En fait, ce n'est la faute à personne. Il faut arrêter de chercher le coupable ou d'accuser la vie ou qui que ce soit. Il n'y a personne à accuser. Il y a la vie qui nous attend. À travers tout, à nous de donner notre oui. Je dirais à ces personnes que j'aimerais tellement qu'elles ouvrent la cage parce qu'elles ont la clé. Je suis persuadé que tout est préécrit. Ce que je dis là, j'ai l'impression que c'est mon libre arbitre qui le décide, mais il y a une force derrière moi qui me pousse à le dire, qui me pousse à faire les choses, qui me pousse à un moment à aller dans un sens et pas dans celui-là. C'est toute la base du livre que je suis en train d'écrire là. Et je me suis aperçu que... Alors par contre, ça a un effet très positif, c'est que tu te mets pas beaucoup moins en colère contre les coups du sort parce que tu sais que c'est inéluctable. Moi, je connais plein de gens qui sont minés, qui prennent pour des injustices les coups du sort qui leur arrivent. Toi, je sais que tu as perdu ton mari, ça devait arriver. Moi, j'ai perdu mon fils. J'ai serré dans mes bras, il est parti en moto, il s'est tué 1 heure plus tard. Ça devait arriver. Alors, j'aurais peut-être serré 30 secondes de plus. Il aurait... ou 30 secondes de moins. Mais non, c'était écrit comme ça. Tu dis qu'il est parti de bonne heure, c'est ça? De bonne heure et de bonne heure. Ouais. À 5 heures du matin et de bonne heure, parce que ça m'a permis de relativiser. Je suis ami avec des gens qui ont eu leur enfant assassiné, ou le pire, des enfants qui sont suicidés. Ça, c'est terrible, parce que tu as ta culpabilité. Je l'ai, de toute façon, la culpabilité. Je vais te dévoiler la dernière phrase du bouquin qui va sortir, où je parle de l'ambition, tout ça. Moi, aujourd'hui, mon ambition, c'est de bien finir, sans souffrance et tout. La vraie ambition que j'arriverai peut-être jamais à réaliser, c'est de passer une seule journée sans penser à la mort de mon fils. Voilà. C'est la seule que je pourrais, à mon avis, pas réaliser. Penser une seule journée. Parce que on vit avec nos douleurs. Et c'est pour ça aussi que je suis dans le léger, je suis dans le futile et je suis dans la transmission aux gens du bien-être, de la bienveillance, toutes ces choses pour lesquelles on me moque. Oh putain, c'est que de l'amour. Mais bien sûr que c'est que de l'amour. Ginette, Ginette, c'est ta maman? tu connais ma mère? Ouais. Tu veux qu'on l'appelle? Ah ouais. Regarde, j'appelle ma mère. Ginette. Oui, Comment ça va, vieille pute?
Elle va pas bien, la vieille pute. C'est Elle fait. va pas bien du tout. Aujourd'hui, c'était les 94 ans de Bouvard. Ben, maman, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jérémy. Je sais, j'ai appelé ça. Attends, tu me parles de l'anniversaire de Bouvard avant de me parler de l'anniversaire de ton petit-fils? Espèce de grand-mère indigne. Ferme ta gueule quand je parle. Ferme bien ta gueule quand je parle. Tu fermes ta gueule quand je parle. Bon, écoute-moi. Maman, on t'entend. T'as enregistré tes son haut-parleur, maman. Ne dis pas de conneries. Bonjour Ginette. Non, écoute-moi, il avait... Tu as compris ce que je t'ai dit, maman? Tout le monde t'entend. Je m'en fous. Bon, je suis en interview, maman. Et j'ai fait un moment d'émotion avec toi. Hein. Je vous embrasse Ginette. C'est Dominique, on se connaît pas, mais je vous embrasse parce que vous avez un fils finalement pas du tout vulgaire. Tu comprends ça, vieille pute? Eh ben dis donc, t'es pas d'ici, toi. Ginette. Oui. Bonjour Ginette. Bonjour. Je m'appelle Dominique. Oui, très ravie. Je voudrais que vous me parliez de votre fiston. C'est quoi sa plus belle qualité? Qu'est-ce que tu veux que je te parle de mon fiston? Tu l'as sous la main. Moi, je le vois deux fois par an. C'est un grand pudique. Oh, t'es dégueulasse de dire 2 fois par an, maman. Comme si je t'abandonnais. Je t'ai pas vu depuis le mois de juillet, petit con. Mais c'est pas vrai, t'es venu à la maison, je t'ai emmené envoyer le chauffeur. Et t'as Alzheimer ou t'es méchante? Quelle est sa plus belle qualité, Ginette? Ta gueule, connard, c'est au mois de juin, ça. Mais pas du tout, maman. Tu sais quoi? Tu finiras toute seule dans un EHPAD. Oh ben, on est très bien, ma soeur, elle est très bien. T'as raison. C'est quoi la plus belle qualité de Laurent? Il a un grand cœur, il est très brave, c'est le meilleur des fils. Ouais, qui t'abandonne. Eh, t'es vraiment une salope. Hein. Mais voilà, tout est dit. Bon, je te fais des bisous. Merci Ginette. Et t'enregistres quoi, là? Une émission, tu verras, tu t'entendras. Et t'auras honte de ce que t'as dit. Laisse-nous tranquille. Va te faire foutre! Moi aussi, je t'aime. Merci Ginette. Moi aussi, je t'adore. Bisous, Bonsoir, maman. Dominique, bon courage. Oh oui, merci Ginette. À très vite pour un nouveau best-of. On se retrouve tout l'été sur la chaîne Entre vous et moi, mais également en podcast. Merci de vous abonner, de laisser un like et un petit commentaire. Ça fait un bien fou de vous lire. Très bel été à vous.